Et depuis le Moyen-Âge, les médecins clercs s'appuyant sur le discours du clergé envers les femmes se laissèrent guider par les croyances que la fille d'Ève est par essence une pécheresse. Son corps n'est pour l'homme qu'une source de tentation, de perdition dont il doit s'écarter autant qu'il peut. Le corps des femmes était donc entièrement perçu dans la philosophie médicale des temps anciens comme la source initiale des malheurs de l'homme. Et sans oublier l'histoire de la pomme d'Adam, d'autres croyances s'évertuaient à cataloguer la junte féminine à l'origine des péchés de l'homme. Un de ces idées reçues les plus insensées envers les femmes, est celle restituée par le Botal à travers La case de l'homme de Cheikh Tidiane Ndao, publié à Paris en 1976 et qui nous rapporte, je le cite, « Il fut une époque où le ciel était bas et l'on pouvait cueillir les étoiles pour les petits. Le ciel se laissait allumer, à les femmes, la campagne de l'homme, en levant trop haut son pilon, heurta le ciel, qui, fâché, recula si haut qu'il ne put revenir. » Donc de telles idées ont persisté jusqu'au siècle des Lumières, où une véritable libération des croyances se décline pour donner place aux théories médicales définissant la femme à partir de sa nature reproductrice. Ce faisant, les médecins considéraient désormais les femmes non pas comme des pécheresses, mais comme des génitrices. Toutefois, ils pensaient que si la femme était prédestinée à enfanter et à donner vie, elle ne pouvait concevoir aucune autre sorte d'épanouissement en dehors de la vie domestique. Par conséquent, en tant que mère, les médecins pensaient que la femme était créée pour garder le foyer. C'est dans cette théorie médicale philosophique du siècle des Lumières que le rejet d'écarter les femmes de toute vie publique et professionnelle puisait ses fondements. Certaines historiennes comme Yvonne Kinishbe et Catherine Fouquet pensent que, même si la domestication des femmes est bien antérieure à l'âge des Lumières, la caution de la science des médecins a rendu le confinement domestique des femmes plus étroite et plus complète. Ainsi, de la période médiévale jusqu'au siècle des Lumières, l'évolution de la perception de la femme n'a pas connu de considérables changements avec les médecins qui, les déconfinant du stéréotype de pécheresse, les ont classées comme des gardiennes de foyer. Pire encore, en contexte colonial africain, le corps des femmes noires va devenir objet de stéréotypes, de fantasmes et d'études médicales raciales pour non seulement prévaloir les théories de la nature primitive des femmes africaines, mais également légitimer la domination coloniale à travers une supposée mission civilisatrice sur les sociétés africaines. En effet, au cours du XIXe siècle, les impérialistes restaient convaincus que les Africains étaient des êtres primitifs dépourvus d'intelligence et de civilisation. Par conséquent, il fallait les coloniser à travers une connaissance approfondie de leur race et de leur environnement socio-culturel. Sous ce rapport, la France avait réclamé à ses militaires, ses fonctionnaires, ses administrateurs, différentes justifications idéologiques pour mener une mission civilisatrice sur les populations africaines. Dans la poursuite de cet objectif, le médecin devenait un soutien majeur dans l'entreprise coloniale à travers l'étude des corps africains et leur potentiel pour la mise en valeur et l'exploitation des terres africaines. Dans certaines missions médicales envoyées en Afrique au XIXe siècle, il était demandé aux médecins coloniaux d'observer, d'écrire et d'étudier les caractères anatomiques des femmes et leurs attributs sexuels. L'histoire la plus célèbre de la réalisation de ces missions est celle de la Sud-Africaine Sarti Baartman, surnommée la Vénus Hottentot. Vous pouvez exposer un peu, oui, voilà. Donc, son corps a été disséqué, racialisé, sexualisé et animalisé par le célèbre anatomiste Georges Cuvier dans le rapport qu'il présente en 1817 à l'Académie royale de médecine. Sarti Baartman devient ensuite, au cours du XIXe siècle, le spécimen de la femme africaine pour la science anatomique coloniale. De nombreux médecins se référèrent aux mensurations anthrométriques relevées sur le moulage de son corps, exhibées au musée d'histoire naturelle pour analyser et mesurer les corps d'autres femmes dans les colonies comme le Sénégal. L'étude du médecin colonel Mourad sur le cas sexe des centres africaines relève également d'une analyse détaillée des pratiques sexuelles
produites sur certaines communautés de femmes. Comme vous pouvez le voir dans le diapositive. Avec des iconographies de nudité. Ainsi, sous la domination coloniale, le corps des femmes noires africaines a largement contribué à développer la science médicale anatomique. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'apparition en 1872 du grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, qui en fait allusion dans l'article réservé au vocable femme. Il prétend que la nature semblait avoir accordé aux fonctions physiques ce qu'elle a refusé aux fonctions intellectuelles de la race noire. Excusez-moi. Si une telle définition des femmes noires a pu être publiée, c'est parce qu'elle a été accréditée tout au long du XIXe siècle par les idéologies médicales, renforçant les préjugés occidentaux sur la femme africaine et contribuant à la sexualisation de son image dans les métropoles occidentales. Cette fascination-répulsion envers les Africaines pouvait aussi se lire sur les cartes postales et sur certaines couvertures des livres de chevet des jeunes coloniaux où la femme africaine était souvent représentée nue. Pourtant, au même moment que les aventuriers missionnaires européens s'évertuaient à écrire sur la nudité des femmes noires, certaines sources orales et écrites démontrent qu'ils se confrontaient à la résistance féminine africaine qu'ils ont choisi de taire. Vous pouvez un peu montrer aussi le diapo suivant. Comme ici, on a le cas d'Alioune Sitoé Diatta et les Amazones du Dahomey, communément appelées les Agodjé. Donc les archives coloniales nous révèlent d'autres histoires beaucoup plus importantes que celles des nudités africaines qui abonnaient les écrits des aventuriers, de surcroît des médecins du XIXe siècle. Les archives coloniales nous révèlent que la fonction physique des femmes noires définie par les médecins a influencé l'exploitation de la main-d'œuvre des femmes noires qui ont travaillé en tant que porteuses et missionnaires, qui supportaient difficilement les conditions de travail environnementales en Afrique, des madames tirailleurs, vous pouvez aussi, des madames tirailleurs qui accompagnaient les troupes noires au service de la France, des décortiqueuses d'arachide destinées à l'exportation des métropoles, des navetanes, quittant d'autres colonies avec leurs époux en direction du Sénégal. Comme vous pouvez le constater ici aussi dans le diapo. Ça, c'est des femmes navetanes et Madame Tirailleur qui est de l'autre côté. Donc, ces différents types de travail des femmes témoignent de leur plein potentiel en dehors des simples rôles d'épouses, de mères et d'objets fantasmes que les médecins les ont confinés dans les théories et discours médicaux du XIXe siècle. Et pour parler de la marginalisation des matrones africaines dans l'espace de la santé reproductive en AONF, il faut savoir que cette marginalisation et l'exclusion des femmes dans l'espace médical était un héritage du Moyen-Âge européen que les colonisateurs ont perpétué dans les colonies en excluant les femmes des lieux de formation de la nouvelle médecine dite savante et rationnelle, en opposé des savoirs médicaux populaires détenus par des femmes âgées et qualifiées de superstition. Cependant, en contexte ouest-africain, la volonté d'exclure les femmes dans l'espace de la médecine fut un défi quasi impossible à relever pour les colonisateurs. En effet, au cours du XIXe siècle, le pouvoir colonial français n'avait pas eu à se confronter uniquement à la résistance armée féminine. La santé était aussi un secteur où les femmes africaines ont entretenu une autre forme de résistance en tant que patientes et guérisseuses. Cette résistance des femmes s'est matérialisée par le rejet des vaccinations, notamment antivarioliques, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, et surtout par le refus de l'accouchement au dispensaire colonial. Les mères africaines préféraient accoucher à domicile plutôt que d'être suivies par les médecins coloniaux. Et la raison qui explique cela, c'est que de telles réticences des femmes noires envers l'action sanitaire coloniale ne résidaient pas dans l'ignorance ou l'infériorité intellectuelle des Noirs proférée à l'époque par les médecins coloniaux. En réalité, les Africaines se méfiaient des médecins qui étaient animés et convaincus que les femmes ne pouvaient pas ressentir la douleur de l'accouchement à cause de leur état primitif. Par conséquent, cette croyance médicale raciste a même parfois conduit les médecins coloniaux à exercer des chirurgies sans anesthésiant sur les populations noires africaines. La perception des médecins sur le ressenti de la douleur de l'accouchement chez les femmes africaines noires était sans fondement médical. Parce que dans les sociétés précoloniales jusqu'à nos jours, il est connu
Il est connu que dans certaines sociétés africaines, comme en Afrique de l'Ouest, les femmes sont suivies et préparées psychologiquement à la douleur de l'accouchement durant tout le processus de la grossesse par la matrone africaine, qui pouvait parfois être une tante maternelle ou paternelle, ou encore une femme renommée de son expertise dans le quartier ou dans le village. Pourtant, une telle évidence socio-culturelle ne pouvait pas échapper à la connaissance des médecins coloniaux qui, si l'on se réfère aux témoignages de leur homologue Dr Pantanos, qui en 1930 dévoilait qu'il existait en Afrique de l'Ouest des connaissances en médecine et obstétrique indigène, détenues par les femmes communément appelées en pays Bambara, Numu Muso ou Time Musokoro. Mais malgré la prise de connaissance de ces réalités socio-culturelles, l'exclusion des matrones en matière de santé reproductive apparaît à la lecture du décret du 17 août 1897 relatif à l'exercice de la médecine dans les colonies. Ce décret rendait illégales les pratiques de soins curatifs africaines, mais donnait également aux médecins français le pouvoir de définir et de déterminer la maladie en tant qu'événement biologique et non en tant qu'une entité insaisissable et d'une construction culturelle, comme l'a considéré certaines communautés africaines. Dans les croyances traditionnelles de la santé maternelle et infantile au Sénégal, par exemple, notamment à Saint-Louis, il est établi que les mères de nouveau-nés devraient offrir du couscous à Mam Kumbabang, un esprit féminin de l'eau habitant le fleuve Sénégal, près du pont Fédère, pour obtenir la protection de la santé des nouveau-nés contre la maladie et les décès post-mortem. Il en est de même que les mamans ne devaient pas laisser leur bébé seul dans la maison couché sur le lit, sans couteau sous l'oreiller, exposant ainsi le bébé à un grand danger d'être attaqué par des esprits maléfiques. Jusqu'à nos jours, cette dimension à la fois culturelle et immatérielle reste encore ancrée dans les pratiques de prévention de la santé maternelle et infantile. Mais cette approche et conception de la santé et de la médecine en société africaine suscitait des rivalités entre médecins coloniaux et matrones dans la gestion de la maternité des mères en AOF. Convaincus que de telles croyances de protection sanitaire n'étaient que superstitions et pratiques primitives, les colonisateurs français n'ont pas manqué de dénigrer, dénoncer et tenter de supprimer en vain l'influence des matrones dans les colonies de l'AOF. En effet, jusque dans les années 1913, les rapports des services de santé de l'AOF, notamment ceux du Sénégal, continuaient à dénoncer la puissance que les matrones avaient acquis auprès des femmes africaines qui s'efforçaient de cacher le plus longtemps possible leur grossesse pour pouvoir à terme être prises en charge clandestinement par les matrones. La figure de la matrone ou de l'accoucheuse africaine devient ainsi fichée dans les discours et les rapports des médecins coloniaux comme un mal inévitable. Sous ce rapport, il est essentiel de rappeler que la santé reproductive n'était pas seulement le domaine où les femmes ont imposé leur résistance et expertise sanitaire endogène. En effet, la santé mentale était aussi un domaine révélateur de la contribution des femmes dans l'espace psychiatrique colonial et la gestion du bien-être des populations. Cette réalité nous a été corroborée par deux de nos enquêtées détentrices de savoir empirique qui s'activent dans la guérison rituelle de la santé mentale à Dakar. Vous pouvez un peu illustrer par aussi une image d'archive sur un regroupement de femmes guérisseuses. Voilà. Elles nous font savoir que parmi les complications post-maternelles, la santé mentale de la mère peut être parfois affectée et que les causes peuvent, dans certains cas, être liées à des réalités culturelles, familiales et guéries par des pratiques rituelles auxquelles la médecine moderne montre souvent ses limites. C'est ce que le médecin psychiatre Henri Colombe a compris pour rompre avec la démarche psychiatrique de ses prédécesseurs en instaurant à l'hôpital Fann une nouvelle perception de la santé mentale et s'entourant de guérisseuses africaines, notamment les femmes. Mais cette approche a été aussi adoptée par l'administration coloniale face à la résistance des matrones africaines à partir de 1905. Donc, face à ces réalités socio-culturelles, l'État colonial français, soucieux des enjeux démographiques que l'accroissement des populations dans les colonies de l'AOF pouvait fournir en troupes et en main-d'œuvre à la France, encourageait la politique d'association des matrones africaines dans la gestion de la santé reproductive. Cette stratégie, soutenue par bon nombre de médecins coloniaux,
n'avait pas manqué de susciter quelques objections avec des administrateurs qui s'indignaient de la tolérance que bénéficiaient les accoucheuses au Sénégal, comparée à la sévérité avec laquelle étaient poursuivies en France les plus légères fractions à la loi sur l'exercice de la médecine. Certes, la loi du 3 novembre 1893 était parfois appliquée pour vaincre la résistance des matrones dans les colonies, mais pour l'État colonial français et certains de ses médecins coloniaux, il ne fallait pas se dresser des ennemis vu l'ampleur des enjeux et défis que soulevait la santé maternelle et infantile dans les colonies de l'AOF. Les matrones imposaient ainsi à l'administration médicale coloniale la cohabitation entre pratiques médicinales endogènes et modernes dans la gestion maternelle et infantile en AOF. Mais toutefois, c'est après la Première Guerre mondiale que leur rôle se définit et se précise clairement auprès des sages-femmes et infirmières visiteuses qui vont être formées à l'école médecine de Dakar, créée en 1918 dans le cadre du renforcement des capacités de l'assistance médicale en personnel de santé africain. Donc nous allons passer à la féminisation et institutionnalisation de l'assistance médicale en AOF. Pour dire que l'intégration des femmes africaines dans l'assistance médicale des populations en AOF résulte de deux défis majeurs liés à la forte mortalité infantile qui avoisinait autour de 60% en AOF, suivant les statistiques médicales des années 1905. Elle intervient également dans un contexte où la France avait besoin de développer une politique de forte natalité dans les colonies afin de disposer des ressources humaines qui la permettraient de soutenir l'armée française par les troupes africaines communément appelées les tirailleurs sénégalais, mais également qui la permettrait d'exploiter les ressources naturelles des colonies ouest-africaines. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement colonial français pensait qu'il fallait a priori assurer et protéger la santé reproductive des populations africaines et garantir en quantité et en qualité la démographie dans les colonies. Mais face au manque de confiance et la résistance des femmes à se laisser soigner par les médecins et parfois même par les sages-femmes européens, deux stratégies à court et long terme étaient déployées pour intégrer les femmes africaines dans la gestion de la santé reproductive. À long terme, la méthode consistait à scolariser les filles africaines pour en former une élite médicale de la santé reproductive. Cette stratégie a été soutenue depuis 1819 au Sénégal par les congrégations catholiques à travers l'enseignement. À court terme, c'est la politique d'association des matrones qui a été mise en avant. Donc, pour féminiser l'assistance médicale en Afrique occidentale française, on va voir l'apparition des sages-femmes et des infirmières visiteuses. Et durant l'entre-deux-guerres, le gouvernement colonial français s'est rendu compte que les défis en santé reproductive ne pouvaient être efficients que si les femmes de l'AOF mettaient la main à la pâte. C'est cette prise de conscience qui est à l'origine de la création des formations de sages-femmes et d'infirmières visiteuses à l'école de médecine de Dakar, créée en 1918 par le docteur Aristide Le Dantec, médecin des troupes coloniales françaises. Celle-ci va jouer tout au long du XXe siècle un rôle majeur dans l'émergence de la formation sanitaire des femmes en Afrique de l'Ouest à travers le décret du 14 janvier instituant la création de l'école de médecine pour tout l'ensemble des colonies de l'AOF. Le Dantec avait une triple préoccupation dans le cadre de cette formation et particulièrement réaliser l'éducation sanitaire des populations pour promouvoir l'hygiène et lutter contre les maladies endémo-épidémiques. Les écoles primaires, notamment l'école normale des jeunes filles de Rufisque, vous pouvez montrer une classe, oui. L'école normale des jeunes filles de Rufisque servait de dispositif d'orientation et de sélection des futures sages-femmes et infirmières visiteuses dans les colonies de l'AOF. Ce fut le cas de l'école de Rufisque qui préparait les institutrices stagiaires du cadre commun secondaire de l'enseignement ainsi que les candidats à la sélection des sages-femmes de l'école de médecine. Les religieuses qui tenaient les orphelinats ouvrages furent également contactées pour envoyer des jeunes filles à l'école de médecine, comme vous pouvez le voir aussi dans école religieuse en plein air, voilà, comme ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'était les religieuses qui tenaient des orphelinats ouvrages qui étaient contactées pour envoyer aussi des jeunes filles à l'école de médecine. Et à la fin de leur formation, les sages-femmes étaient invitées à aller dans les cases, donner des soins aux mères, au lieu de se limiter à leur activité dans les dispensaires de maternité.
Avec les conditions de travail difficiles, les sages-femmes faisaient des tournées qui duraient 15 jours parfois, 3 semaines. Démunies de tout matériel et de tout médicament dans certaines maternités de Brousse, les sages-femmes associaient dans leur travail l'expertise des matrones africaines. Le témoignage de la doyenne des sages-femmes ivoiriennes Maria Zindou confirme cette collaboration entre femmes et matrones. En effet, dans un extrait de journal que vous pouvez voir aussi, dans un extrait de journal, Madame Zinou, l'une des premières sages-femmes ivoiriennes sorties de l'école de médecine de Dakar, confiait qu'elle avait acquis des notions de pharmacopée traditionnelle en acceptant une collaboration intelligente avec les accoucheuses qui lui avaient donné quelques recettes d'écorce d'arbres qu'elle utilisait dans le cas d'inertie utérine des femmes. Les sages-femmes étaient également en 1930 appuyées par les infirmières visiteuses. Déjà en 1926, l'idée d'associer un cadre d'infirmières visiteuses dans l'école de médecine de Dakar fut émise par les autorités coloniales. Et l'initiative a été appuyée et reprise en 1930 et ses assistants ont été appelés infirmières visiteuses. Elles avaient pour mission le suivi du travail des sages-femmes, de conseiller les mères africaines et de dépister les maladies sociales. Elles devaient également contrôler l'état sanitaire des familles malgré la méfiance que suscitait leur investigation dans les foyers africains. De sa création donc en 1918 jusqu'en 1931, l'école de médecine de Dakar avait formé 150 sages-femmes et 12 infirmières visiteuses. Donc l'apport des femmes a ainsi permis de réaliser de grandes améliorations dans la préservation de la santé maternelle et infantile. Je vais essayer de suivre pour aller beaucoup plus vite. Bon, il y a eu des chiffres que je ne vais pas étaler ici, beaucoup de chiffres qui ont montré qu'il y a eu carrément amélioration de la santé maternelle et infantile dans les colonies de l'AOF. Mais ces chiffres ne sont pas seulement du ressort d'une évolution de mentalité des femmes noires africaines que l'enseignement des filles africaines aurait suscité, comme l'ont mentionné les administrateurs coloniaux dans leur rapport. La lecture de ces chiffres traduit en première vue l'aptitude et l'expertise des femmes africaines à concilier les savoirs et pratiques maternelles endogènes et les connaissances et techniques médicales modernes dans un contexte de domination coloniale. Le mérite de l'augmentation des consultations africaines dans les dispensaires et maternités ainsi que la baisse des taux de mortalité chez la première enfance revenait en grande partie au travail de concert fourni par les matrones, les infirmières visiteuses et les sages-femmes de l'AOF. Grâce à elles, l'incompréhension des médecins coloniaux envers les réalités socio-culturelles et la méfiance des malades africains envers les soins proposés par les médecins a été de jour en jour démystifiée dans les colonies de l'AOF. Je vais passer au métier de sage-femme pour parler un peu de Awa Keïta du Mali. Donc le métier de sage-femme considéré ici comme un tremplin d'affirmation et d'émancipation des femmes en AOF. Il faut savoir que la formation des sages-femmes et leur rôle crucial a servi de tremplin pour aller dans d'autres champs de lutte à la veille des indépendances. L'amélioration de la santé maternelle et infantile concrétisée à travers l'évolution démographique dans les colonies a permis certaines sages-femmes ouest-africaines de franchir certaines barrières de la domination masculine, socio-culturelle et parfois religieuse pour s'affirmer et réclamer plus de droits pour leur émancipation politique. Le parcours de l'une des pionnières sages-femmes de l'école de médecine de Dakar est un cas d'école. Il s'agit de la malienne Awa Keïta, dont le parcours exceptionnel a été revisité par certaines historiennes. Donc, la figure de la malienne Awa Keïta reste singulière et vivace dans la mémoire collective de la société malienne et au-delà des frontières du Mali. Née en 1921, vous pouvez mettre... oui, Awa Keïta, voilà. Donc, née en 1921 dans la capitale de Bamako, Awa Keïta fait ses premières humanités au foyer des métis installés par l'administration coloniale pour accueillir et éduquer les élèves noirs et métis. Elle réussit en 1928 le concours de l'école de médecine de Dakar et obtient son diplôme de sage-femme en 1931. Elle fut ensuite affectée à Gao en intégrant facilement la population malgré la barrière de sa langue maternelle qui est le Bambara et le Sonrai qui est la langue de sa localité de travail.
Du fait de sa notoriété de sage-femme, elle devient célèbre et appréciée en construisant une confiance inébranlable entre elle et les Maliennes qui vont lui servir de tremplin solide pour s'émanciper dans le milieu politique. Devenant membre dans le syndicat des médecins, pharmaciens et sages-femmes, Awa Keïta intègre ensuite l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain, la section soudanaise du parti anticolonial fédéral créé en 1946 à Bamako. Elle prend en charge la propagande dans les localités où elle est affectée et reste l'une des rares africaines à pouvoir voter aux élections de 1946 en tant que citoyenne indigène. Et organise clandestinement des réunions de femmes dans sa maternité pour éviter tant les foutes des maris que de l'administration coloniale. Après les élections de Gao et la victoire remportée en 1951, elle est reconnue comme militante communiste et surveillée par l'administration coloniale qui décide de la sanctionner par une mutation au Sénégal où elle côtoie et fonde avec l'institutrice Aïssatou Sow Koulibaly un syndicat des femmes travailleuses à Bamako en 1956. En 1958, elle participe à la création de l'Union des femmes du Soudan, qui a pour objectif de défendre les droits des femmes et de servir de base à la création d'une organisation panafricaine. L'Union des femmes de l'Ouest africain. Celle-ci est fondée à Bamako en juillet 1959 par des femmes du Soudan français, de Guinée, du Sénégal et du Daoubé. Elle est nommée commissaire à l'Organisation des femmes en 1958 et devient à ce titre la seule femme membre du bureau politique en 1959. Elle est élue députée de la Fédération du Mali à Sikasso, devenant ainsi la première femme africaine à accéder à ce poste en AOF. En 1975, elle publie son autobiographie sous le titre « Femme d'Afrique, la vie d'Awa Keïta racontée par elle-même ». C'est un ouvrage qui retrace les aléas de son parcours politique et professionnel entre 1930 et 1960 et qui obtient le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1976. Pour l'historienne Pascale Barthélémy, tout ce parcours de Awa Keïta fait de l'épicentre du panafricanisme au féminin. Donc, sur ce brillant et inspirant parcours de la sage-femme Awa Keïta, je voudrais conclure cette conférence en lançant un appel à la reconnaissance et à l'action pour la recherche et la production des connaissances sur les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Et pour conclure, donc, il faut retenir que cette conférence sur l'histoire de la colonisation de l'Afrique démontre que les femmes ont été souvent perçues à travers le prisme colonial basé sur une vision stéréotypée et réductrice de leur identité et de leur capacité à agir dans la gestion des sociétés africaines. Ces préjugés ont souvent relégué les femmes à des rôles traditionnels et limités. Pourtant, cette même période historique de la colonisation a révélé le plein potentiel des femmes qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de la santé reproductive en AOF. Aussi, l'étude de la contribution des femmes dans l'historiographie de la santé en AOF met en lumière la richesse et la complexité de leur rôle dans la transformation des systèmes de santé coloniale. Leur expertise à la fois traditionnelle et moderne, leur engagement dans la promotion de la santé maternelle et infantile ont contribué à façonner la santé des populations et à laisser un héritage précieux. Sous ce rapport, il me paraît crucial de reconnaître leur importance et de promouvoir les productions de connaissances sur les femmes et leur contribution à l'histoire africaine en général, médicale en particulier. Certes, depuis les années 1970, des voix et associations féministes se font entendre pour soutenir une vision plus égalitaire et inclusive des femmes en Afrique de l'Ouest, mais il reste essentiel d'accorder plus d'attention aux contributions des femmes dans les dynamiques historiques des sociétés africaines et transmettre le savoir aux générations futures. Pour parvenir à ces défis, il est primordial de consolider davantage les initiatives sur l'éducation des filles, mais surtout de soutenir et accompagner les carrières académiques féminines pouvant leur permettre de renforcer leur présence dans les hautes sphères de recherche et étatiques en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Aïssatou et félicitations de cette brillante présentation d'un pan de l'histoire des femmes
pas seulement femmes africaines, mais des femmes tout court, donc des femmes occidentales aussi. Parce que ces pratiques, vous venez de lever un des pans de la colonisation et de son idéologie esclavagiste d'infériorisation des femmes, d'infériorisation de certaines communautés qu'ils ont dominées, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord avec les Amérindiens, les pratiques ont été les mêmes. Donc une attitude de déshumanisation de l'humain simplement. Ce qui est de la part de ces Blancs qui prétendaient apporter la civilisation en Afrique, qui s'avère être de la pure barbarie. Ces Blancs n'ont fait que de la pure barbarie sur beaucoup de communautés. Et fort malheureusement, ça continue encore. Si on regarde aujourd'hui le génocide qui se fait à Gaza, en Palestine, au vu et au su de la communauté internationale, avec la complicité, ça veut dire que cette barbarie instaurée par l'Occident est encore là. Et vous avez montré que cette pratique partant de l'idéologie colonialiste, c'est à différents niveaux. De la même façon que j'ai montré plus au niveau politique de la part des femmes africaines qui ont résisté depuis l'Égypte antique, parce que souvent c'est une idéologie qui n'est pas fondée comme vous l'avez bien montré, voilà, que la femme africaine est inférieure, elle n'est pas considérée, alors que si on fait de la recherche objective, on voit que de l'Égypte antique, avec la reine Hatshepsut, avec la reine de Saba, 9 siècles avant Jésus-Christ, avec la reine Hatshepsut, 15 siècles avant Jésus-Christ. Ici, si on revient dans l'Afrique noire précoloniale, avec la reine Anzinga, la reine Datayalla, la reine Djembon-Mbodj, etc., etc., ça déconstruit l'histoire, l'idéologie colonialiste. Et de cette même façon, c'est étendu. Moi, j'apprends beaucoup de vos recherches. C'est étendu même au niveau de la santé. De dire que ces femmes-là sont insensibles à la douleur. C'est-à-dire qu'elles ne souffrent pas quand elles accouchent. Si on les pique, ça ne fait pas mal. Alors que c'est une inversion, simplement, une manque de compréhension de la culture africaine, où on développe le courage de l'humain en général et de la femme en particulier. N'est-ce pas? C'est pas de ne pas être sensible à la douleur, mais de résister à la douleur. De faire des trucs psychologiques. Moi, j'ai entendu une femme expliquer qu'on lui avait dit il faudrait mordre, on donne quelque chose en accouchant, à mordre un morceau de bois ou en tout cas quelque chose comme ça. Et puis, sa maman lui avait dit tant que vous mordez ce morceau, vous n'aurez pas, la douleur ne viendra pas. Alors, elle avait mal, mais elle pensait qu'il y aurait encore une plus grande douleur, ce qui fait qu'elle résistait. Alors, quand on voit ou on entend une femme blanche accoucher, on l'entend crier si elle était dans cette salle-là jusqu'à l'entrée. C'est un manque de pudeur de la femme, de ces femmes blanches-là, que les femmes africaines n'ont pas, parce qu'il y a toute une culture, il y a toute une affination de la culture africaine qui fait que, par exemple, je ne sais pas comment on dit ça en Wolof, qui djamoutuñ. Tu vois, le fait de noircir le truc, c'est toute une pratique. Mais on invite la femme à démontrer son courage, à résister. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible à la douleur, mais qu'elle apprend à résister à la douleur. Mais là où il y a oppression, comme en Afrique ou bien chez les Amérindiens, tel que tu le connais, Diana, il y a également résistance. Il y a une résistance politique. Il y a des résistances. Bon, vous venez avec vos soi-disant connaissances, mais nous, on n'y participera pas. Si nous sommes en état de grossesse, nous ne vous montrons pas que nous sommes en état de grossesse. Nous ferons appel à celles auxquelles nous avons confiance, c'est-à-dire les sages-femmes traditionnelles appelées matrones, qui viendront nous accoucher
qui viendront s'occuper, qui s'occupent d'ailleurs de la femme qui est en état de grossesse, mais qui s'occupent aussi au moment de l'accouchement, et de la mère et de l'enfant. Il y a toutes des produits aujourd'hui, on vous parlera du CEP, on vous parlera du clou de girofle, etc., que les femmes prennent quand elles accouchent, comment faire le bain de l'enfant. Et aujourd'hui, les cliniques occidentales prennent cet exemple des Africains, le massage du corps de la mère et du bébé, etc., etc. Et vous avez montré un très beau exemple de femme africaine résistante, qu'est cette Awa Keïta, d'origine malienne, ouest-africaine, qui non seulement a fait sa formation en sage-femme, qui a pratiqué dans son pays, et par punition, on l'a exilée au Sénégal, et son action a été plus grande, parce qu'elle a pu faire la connexion avec d'autres femmes ouest-africaines, ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française. Elle s'est lancée de la politique parce qu'elle a pris conscience de cette oppression, à partir de cette oppression des femmes en médecine, mais aussi l'oppression politique, etc., etc. Et elle a été finalement une organisatrice des femmes ouest-africaines, des femmes panafricaines qui sont réunies, qui ont fait plusieurs réunions et tout ça, et qui ont participé à la lutte pour les indépendances africaines et qui sont arrivées aux indépendances africaines. Donc ce que tu montres, Aïssatou, c'est qu'il faudrait déconstruire ce discours colonialiste qui malheureusement existe encore dans les esprits de beaucoup d'Africains. Et je dis souvent que les Français n'arrivent pas à se décoloniser mentalement, à enlever leur esprit colonialiste. C'est-à-dire qu'il y a toujours usé de l'humain. Pourtant, l'un de leurs présidents, Jacques Chirac, leur a dit ça. Sans l'argent de l'Afrique, la France ne serait pas parmi les 6 premières puissances mondiales, mais serait avant-dernier, c'est-à-dire 25 ou 26e. Sur tous les plans, la France dépend de l'Afrique. On ne devrait pas parler de l'aide au développement de la France à l'Afrique, mais l'aide au développement de l'Afrique à la France. Et il faudrait ça qu'on en soit conscient. Par exemple, l'énergie, la lumière de la France dépendait de l'uranium de Niger qui les ont chassés. France dégage, etc., etc. Donc il faudrait continuer, comme vous avez si bien fait, et je vous en félicite grandement, déconstruire ce discours colonial, mener des recherches, approfondir les connaissances endogènes. Et c'est ce qu'un des sages de l'Afrique qui vient de nous quitter, c'est-à-dire Amadou Mokhtar Mbow, qui a fait une fondation pour justement faire connaître, c'est-à-dire que pour justifier parce qu'ils parlent de mission civilisatrice, mais c'était plutôt une tentative d'exploitation économique qui passait par l'humiliation culturelle, la domination politique. Le fait, c'était ça, en fait, de venir chercher des ressources en Afrique, comme ils continuent de le faire, mais avec la résistance des Africains. Ils ont développé une idéologie justificatrice de leur ignoble entreprise, de leur ignoble pratique. Et des gens comme les Cheikh Anta Diop, qui parlaient à quand de la Renaissance africaine, ont beaucoup déconstruit ce discours. Des gens comme Amadou Mokhtar Mbow, et aujourd'hui qui parlent de développer les connaissances endogènes. Il dit par exemple, l'un des objectifs, c'est de sensibiliser à l'importance des savoirs locaux et contribuer à leur meilleure prise en compte dans les activités socio-économiques et dans la mise en œuvre. Donc je vous félicite votre organisation, Kempavita, d'avoir accordé ce prix mérité à Aïssatou, et à Aïssatou de développer, d'ouvrir ce pan de l'histoire de domination coloniale qui est allé sur tous les plans, c'est-à-dire jusqu'au corps de la femme africaine, comme le corps de la femme amérindienne aussi, qu'on connaît, qu'on a, etc., etc. Donc de poursuivre les recherches, vous la jeunesse, c'est à vous ce rôle-là,
Mais quand je dis jeunesse, pas seulement la jeunesse africaine, mais la jeunesse occidentale aussi. Il faudrait faire une solidarité. C'est-à-dire ce que les anciens, les ancêtres colonisateurs ont fait, c'est pas bien. Et vous vous en rendez compte puisque c'est reconnu aujourd'hui que c'est un crime contre l'humanité. Et pour un meilleur environnement social, politique, culturel, il faudrait que les occidentales et les africaines se donnent la main dans la main pour construire un monde meilleur et un monde aussi de respect de la femme et de donner la place à la femme, aussi bien africaine, occidentale, camérunéenne et autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Awali, pour le commentaire des travaux de Aïssatou. Et merci beaucoup, Aïssatou, pour ta présentation. Je tenais également à rajouter mes félicitations pour cette recherche qui est essentielle. Et donc je me suis mal exprimée au début, j'ai parlé de recherche en langue française, mais c'est pas ça qu'il fallait que je dise. Il fallait que je dise qu'il y avait très peu de recherche sur l'Afrique occidentale française, enfin sur la période coloniale en Afrique de l'Ouest, pardon, en langue française. Oui. En anglophone, c'est ça. Donc je tenais à préciser ce point. Et j'avais quelques questions pour Aïssatou. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a amené à choisir de travailler sur l'histoire de la santé en Afrique. Et je voulais également te poser des questions de méthodologie. Les documents que tu nous as présentés, les images, tout ça, où est-ce que tu les as prises, où est-ce que tu les as trouvées? Alors, merci Diana. Au fait, ce qui m'a motivée à faire l'histoire de la santé, c'est d'abord ma formation en tant qu'historienne. Et puis, j'ai fait histoire des relations internationales et stratégiques. Et puisque à partir du Master 1, il faut choisir des thématiques sur lesquelles on voudrait travailler pour poursuivre notre carrière académique. C'est là où moi je me suis intéressée à l'histoire de la santé parce que aussi à la base je voulais faire santé communautaire. Je ne pensais pas qu'on allait m'envoyer à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puisque quand je faisais le baccalauréat, j'avais entendu parler de santé communautaire, puisque ma formation elle est littéraire. Donc, je ne pouvais pas faire la santé parce que pour faire la médecine et autres, il faudra avoir une formation scientifique. Là, j'ai pas eu... j'avais demandé à être orientée à l'université de Bambey pour faire santé communautaire. Et je n'ai pas eu cette orientation. On m'a orientée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour faire l'histoire. Et c'est là, un jour, par le biais d'un ami de mon frère, qui travaillait sur la santé, qui m'a parlé de oui, puisque tu es intéressé par la santé, pourquoi ne pas faire en histoire des recherches en santé? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu de tout ce qui est histoire de la santé. Et puis après, ça a devenu aussi une passion, je vais le dire, d'aller creuser cette histoire-là, parce que d'habitude, l'histoire qu'on nous raconte dans les écoles, c'est l'histoire occidentale. Oui, donc l'histoire occidentale et tout. Mais quand même, quand on fait une formation historienne, on voit que la société africaine existe bien avant même la colonisation. Donc la colonisation, c'est une période intermédiaire, mais les sociétés africaines ont bel et bien une histoire qui précède cette période coloniale. Donc il faut dans tous les domaines maintenant faire des recherches pour apporter des éclairages sur ce domaine. Et c'est ce qui m'a motivé à moi choisir en tout cas ma spécialité de faire l'histoire de la santé des sociétés ouest-africaines. Voilà. Et pour la question sur la méthodologie, comme toutes les disciplines, ici en histoire, la méthodologie, c'est quoi? C'est aborder les recherches à partir des archives. Et c'est ce que j'ai fait. La majeure partie de ces images que je présente, ce sont mes recherches archivistiques. Et puis, souvent, il y a des droits, toutes règles derrière pour la division et autres. Donc, et on essaye de les respecter en tant que chercheuse, parce que là, c'est une communication. Mais dans le document écrit après qui va être publié, toutes les sources seront citées comme indiqué dans les méthodologies et tout. Donc, c'est des sources d'archives que j'ai pu
puiser dans les documents, des recherches que j'ai faites quand je travaillais avec, dans le programme de la bureaucratisation des sociétés africaines. J'en profite pour saluer ici la présence d'une de mes anciennes directrices, Madame Suzanne Baller, qui dirigeait ce programme-là. Donc, toutes ces recherches qui nous ont permis de collecter des données d'archives en France, dans les archives de l'Institut Pasteur et tout. Et ça, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de renforcer aussi les archives qui sont ici au niveau de Dakar. À l'université Lifan, il y a d'autres archives aussi, des sites d'archives à Dakar, par exemple, pour les congrégations catholiques, qui conservent aussi des archives sur l'histoire de la santé et tout. Donc voilà, il y a ce travail-là. Après, parallèlement aussi, il y a comme la méthodologie nous l'exige, il y a des enquêtes de terrain que nous faisons souvent, donc pour essayer, même si on n'a pas des témoins oculaires, souvent il y a, oui c'est les sources orales, quoi, je veux dire. Même si on n'a pas des témoins oculaires de l'histoire, il y a toujours dans les sociétés des gens qui peuvent te rapporter des faits, tu peux te dire que tel ou tel, on m'a raconté tel ou tel sur tel fait ou phénomène. Donc c'est ça qui nous permet en tout cas d'essayer de mettre en corrélation les sources d'archives et les sources écrites aussi que nous avons, et puis d'essayer de faire une analyse et tirer l'essentiel et apporter notre point de vue là-dessus. Voilà un peu. Excellente. Et je suis très ravie que aussi l'association Kimpa Vita a permis de focaliser vraiment sur cet aspect des femmes dans l'histoire de la santé. J'ai deux petites questions. Il y a une qui est un peu sur la question du rôle de la femme, un peu dans l'image plus globale. Je me posais un peu la question, est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambivalence parce que dans le domaine de la santé, à un moment, même les colonisateurs se sont rendus compte qu'ils ont besoin de femmes, ils ont besoin qu'ils produisent des enfants et tout ça, qu'ils se sont un peu focalisé quand même de supporter un enseignement, de créer quand même des possibilités pour des femmes. Par contre, dans d'autres domaines, les femmes ont été beaucoup plus bloquées parce qu'on n'en avait pas véritablement besoin. Alors on a poussé les carrières des femmes dans certaines directions comme éducation et santé. Et je me pose un peu la question, voilà, est-ce que tu retrouves ça dans les sources ou voilà, c'est un peu commentaire question. La deuxième, c'est aussi un peu sur la question des images. Parce que je me posais aussi la question comment... Parfois, quand même, il y a des images. Bon, ici, c'était en plus un peu flou à cause de la lumière et de la difficulté de gérer la question de lumière. Alors, ça nous a aidé peut-être. Mais parfois, il y a tous ces débats. Quelle image on peut montrer dans le public? Quelle image, dans quelles conditions on peut le montrer? Et du coup, je voudrais bien savoir comment tu gères ces... Si je peux me permettre de compléter votre réponse à la question de madame, c'est que ce traitement du corps de la femme, ce n'est pas seulement vis-à-vis des peuples colonisés. Le premier, c'est des femmes occidentales. Et ça, on en a l'exemple avec les 70 à 100 000 femmes qui ont été mises au poteau sous prétexte qu'elles étaient des sorcières. Et le fait, ce n'était pas qu'elles étaient des sorcières, mais elles avaient, comme ces sages-femmes africaines, des connaissances en matière de sexualité. Les femmes faisaient appel à elles quand elles étaient en grossesse ou bien quand elles avaient une grossesse qu'elles ne désiraient pas pour s'en débarrasser. Et l'Église catholique ne voulait pas ce contre-pouvoir vis-à-vis de son pouvoir religieux. Et la société occidentale est une société patriarcale qui a une très mauvaise image de la femme et qui pense que la femme ne peut être qu'un être reproductif, n'est-ce pas?
et même par exemple par rapport aux questions des mutilations génitales féminines dont on parle aujourd'hui en Afrique, ça existait en Occident. Il y a même un médecin du nom de Brown qui a pratiqué ça sur sa propre sœur. Donc, mais rendu dans un contexte de domination, c'est encore pire, parce qu'il y a le sexisme qui se double au racisme, n'est-ce pas, et qui devient plus abominable. Et ce que Aïssatou a montré de façon claire, c'est pas qu'il y a eu des résistances, mais il y a eu, c'est pas qu'il y a eu à un moment donné ceci, mais il y a eu cette pratique auquel les femmes africaines, qu'elles soient des femmes qui doivent accoucher, que ce soit des femmes professionnelles, les matrones, ont résisté, et les administrateurs coloniaux ont été obligés de se réadapter en ouvrant des écoles, en les formant, etc., etc. Et elles sont allées plus loin que l'administration n'avait prévu, c'est-à-dire d'être des femmes politiques, des femmes qui ont une voix, des femmes qui résistent, des femmes qui organisent, parce que Awa Keïta, dont elle a donné l'exemple, quand elle sortait pour mobiliser les femmes, c'était extraordinaire. Il y avait une masse de personnes comme aujourd'hui, comme on voit aujourd'hui avec la campagne électorale, parce que la plupart sont des femmes qu'elle a eu à accoucher, ou c'est des enfants qui sont nés de ces pratiques médicales de sage-femme et tout ça. Donc c'est grâce à la résistance qu'a montré très bien Aïssatou que le colonisateur a été obligé de changer de méthode et d'être plus flexible et d'ouvrir les portes jusqu'à ce qu'aujourd'hui on est là en tant que savante, femme savante telle qu'Aïssatou. Bonjour, merci beaucoup d'abord pour vos mots de motivation et aussi pour votre recherche. Moi, je suis allemande et moi, il faut dire que quand moi j'étais en école, on n'avait même pas le sujet de colonisation. Par contre, les Allemands, ils ont colonisé aussi le Namibie, la Tanzanie, une partie de Rwanda, le Cameroun et aussi des pays en Pacifique. Et en Namibie, on avait même fait un génocide très grave. Et jusqu'à ce jour-là, on n'a pas c'est pardonné officiellement. Il y a en cours des négociations de restitution, mais c'est un débat depuis, je pense, 10 ou 20 ans. C'est à travers mes voyages et mes travaux en Afrique et aussi des études que je fais que j'ai appris beaucoup sur l'impact du colonialisme, sur le racisme contre les Africains qui sont en Europe. Et je vois tous les petits, comment on dit, tous les petits mémoires de colonisation dans notre ville, par exemple. En Allemagne, nous, en vivant à Berlin, dans un quartier, et les noms des rues, ce sont des noms des colonisateurs, ceux qui ont tué beaucoup de gens. Mais on est en train de les renommer, mais ça prend beaucoup de temps. Et une autre personne qui est un héros en Allemagne, c'est Robert Koch. Vous le connaissez certainement. Robert Koch, il a trouvé le soin contre la tuberculose, mais il était aussi en Tanzanie et il a fait beaucoup des expériments aux Africains qui sont descendus à cause de ça. Donc c'est très grave, c'était vraiment des violences contre les droits humains. Il n'y a pas un débat public parce que Robert Koch, c'est le héros pour nous. Et on a essayé à Berlin de faire un débat public, si on ne peut pas renommer l'Institut Robert Koch, qui est comme l'Institut Pasteur ici chez vous, c'est un institut très renommé, mais la société est bloquée. Donc c'est très difficile d'avoir des discussions. À travers de vos recherches, je me suis rendu que j'étais vraiment, comme on dit en anglais, gender blind. Donc j'ai lu tous ces expériments qu'il a fait en Tanzanie. Mais maintenant, je me rends compte que certainement, il a fait d'autres expériments avec les hommes et les femmes. Donc je vous
remercie beaucoup pour ouvrir mes yeux. Merci beaucoup pour vos commentaires et pour votre question. En tout cas, sur les recherches anglophones, je n'ai pas carrément fouillé, mais quand même pour, comment dirais-je, encore par là, j'ai trouvé, pour l'Afrique de l'Ouest et pour les productions francophones, il y a récemment, depuis 5 ans ou comme ça, que des productions ont sorti. Je peux vous citer par exemple, d'abord vous pouvez commencer si vous êtes intéressé à connaître davantage sur l'histoire des femmes en Afrique de l'Ouest, les travaux de Pascal Barthélémy. Pascal Barthélémy qui parlait sur l'histoire des femmes africaines et diplômée à l'époque coloniale. Il y a aussi les travaux de Anne Hugon, Anne Hugon sur le statut d'être mère en situation coloniale. Il y a Martine Spensky sur le contrôle du corps des femmes dans les empires coloniaux. Et il y a ces travaux-là, puisque les travaux dans l'histoire de la santé, surtout notamment ce qui concerne les femmes, n'est pas trop nombreuse, mais quand même ça existe, il y en a. Donc à partir de ces travaux-là, vous pouvez... oui. Le dernier livre de 2 chercheurs enseignants, Okay. Fatoumata Ly Oui. Oui, ça aussi c'est vrai. Il y a un livre sur les pionnières de l'histoire de la santé en Afrique de l'Ouest. C'est 2 professeurs qui sont sortis de la faculté de médecine de l'Université de Dakar, qui, à travers une question que leur professeur avait posée lors des centenaires de l'école de médecine de Dakar, pour demander « Femmes, où étiez-vous » Donc plus tard, ou pas plus tard que 2022, elles ont répondu pour dire qu'elles étaient là, les pionnières de la santé. Donc ça aussi c'est un ouvrage intéressant que vous pouvez explorer et qui fait le portrait, pas exhaustif certainement, mais qui fait le portrait de beaucoup de pionnières, de sages-femmes et de femmes médecins en Afrique de l'Ouest. Voilà. Cette exclusion aussi des femmes de la médecine, ça a été en Occident, parce que la première femme médecin a été obligée de se déguiser en homme pour accéder à la formation de médecin et pour devenir médecin. Et c'est seulement plus tard, il y en a une, c'est à sa mort, quand on lavait le corps funéraire, qu'on a découvert que ce n'était pas un homme, c'était une femme. Donc pour dire que cette colonisation, cette conception coloniale a porté préjudice en premier lieu des femmes de leur propre société. D'accord, donc on va clôturer la session. Je vais encore une fois te remercier, Aïssatou, et te féliciter grandement. Hâte de pouvoir lire tes prochains travaux et notamment ce papier que tu vas publier prochainement. Et je tenais également à vous remercier, Dr Awali, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de commenter les travaux d'Aïssatou et pour votre présence également. Et merci beaucoup et merci beaucoup au public également. Passez une bonne journée et bonne Kimpa Vita.